Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Pour notre thématique, on a choisi donc de parler d'e-santé, des enjeux et des initiatives pour le bien-être des seniors aidants. On s'intéresse à la santé et au numérique. Et en fait, on voit au cours des dernières années qu'il y a une politique ambitieuse depuis 2010 sur une série de grands plans d'investissement. Et puis avec 2020, eh bien, on a une démocratisation accélérée de la e-santé face aux enjeux de la crise sanitaire dans les années 2020. Et donc, selon l'ANS, la e-santé répond à différents enjeux sociétaux. On parle d'inégalité d'accès aux soins, de vieillissement de population, de désertification médicale, d'évolution de la démographie médicale, des hausses de pathologies chroniques, de la prise en charge de la dépendance, de la soutenabilité économique du secteur de la santé et, in fine, des défis sanitaires et sociaux assez d'enjeux. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on définit un petit peu la relation patient et professionnel de santé et concrètement sur notre binôme senior aidant? Alors, il y a beaucoup d'initiatives avec différentes solutions technologiques, différents modèles qui viennent enrichir tout le parcours patient aujourd'hui. Et donc, on parle de bien vivre, on parle de système de santé connecté, on parle de plateforme d'information et un traitement et une collecte de données tout au long du parcours patient. Donc, c'est une médecine qui avance et on a on a une restructuration des professionnels autour de la santé pour être beaucoup plus connectés, pour travailler en collaboration. Et donc, on a différentes solutions qui émergent aujourd'hui dans ce panorama de santé. Et donc, je voudrais me concentrer aujourd'hui sur la réponse à deux questions majeures. Quelles solutions technologiques et nouveaux services vont contribuer à améliorer la santé des seniors aidants? Et comment est-ce que la e-santé peut favoriser l'impact positif sociétal pour le duo senior aidant? Donc aujourd'hui, nous sommes réunis d'abord Jean-Louis Fraisse, qui est référent de la e-santé et qui est cofondateur de Boat Design, qui va nous présenter un petit peu ce que c'est que la e-santé au niveau régional et en général sur ce binôme. Marguerite Noblecourt, qui est connectée en ligne, qui est responsable partenariat de communication de Ma Boussole Aidant. François Giraudon, donc associé fondateur de Suricats Consulting. Moi-même étant consultante marketing digital. Christine Kassel-Holtz, qui est responsable marketing, partenariat et grand compte de Thioker, du groupe HBF. Et enfin, Frédéric Malfilâtre, qui est directeur Occitanie d'Harmonie Mutuelle. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer au cœur du sujet. Donc, avec Jean-Louis, si vous pouvez nous parler un petit peu de comment la e-santé a évolué dernièrement, et en particulier sur les solutions numériques aujourd'hui pour ce duo, les seniors et les aidants. Eh bien volontiers. Bonjour à tous d'abord. Alors évidemment, la e-santé, c'est une accélération majeure ces dernières années parce que moi j'ai branché avec d'autres, des équipes hospitalières, des premières pompes à morphine à domicile. À l'époque, c'était de la e-santé, c'était en l'an 2000. Et en fait, on voit aujourd'hui qu'on est en 2020 et quelques, et que finalement, ça s'est vraiment accéléré les quelques dernières années qu'on vient de passer. Alors pourquoi? Évidemment, parce qu'il y a eu la première feuille de route du numérique en santé, 2018-2022. Et là, finalement, cette première feuille de route, on est en train, non pas de l'oublier, mais on est en train d'en faire une deuxième, puisqu'on est en train actuellement de travailler avec la délégation du numérique en santé sur la feuille de route 2027, où là, on a une accélération majeure de la partie santé connectée, parce que dans la e-santé, on peut mettre plein de choses. Alors, du coup, il y a eu plusieurs choses dans ces avancées. Il y a eu une grosse volonté de sécuriser les échanges, parce qu'on savait très bien que les professionnels de santé qu'on est, on échangeait des fois par Facebook sur des patients, on échangeait avec des mails qui n'étaient pas des mails sécurisés.
Aujourd'hui, ben, on voit bien que on a déployé la messagerie sécurisée de santé, on a déployé tout ce qui est enrôlement sécurisé et des professionnels de santé et des patients. Donc ça avance à la vitesse grand V. Un deuxième sujet qu'on avait, c'était l'interopérabilité, parce que on est au cœur du sujet. Vous êtes patient ou usager, vous êtes aidant. Par définition, ben, vous êtes un peu âgé, donc ça veut dire que vous avez une infirmière, un médecin généraliste, un kiné, vous avez également votre diabétologue qui est à l'hôpital et puis votre cardiologue qui est à la clinique. Et puis tous ces gens-là, ben, ils ont un système d'information qui est complètement différent, qui ne communique pas entre eux, et du coup on n'est jamais capable de reconstituer un parcours patient, et donc du coup on n'est jamais efficient dans ce domaine. Donc ça aujourd'hui, on a publié des normes d'interopérabilité, on a publié des lois incitatives, et donc du coup on a avancé beaucoup, ça c'est clair. On a avancé aussi beaucoup sur les financements, parce que aussi bien dans le plan Ségur que dans le plan France Relance, que dans le plan France 2030, on a des sommes d'argent qui ont été imputées ben, justement à tous ces sujets, la sécurité, l'interopérabilité, mais aussi l'accès au marché pour ces solutions, parce que on sait qu'aujourd'hui, parler de solutions numériques, c'est une chose. Le problème, il n'est pas tellement dans la production d'outils numériques, parce qu'on sait les produire de mieux en mieux, puisqu'on les co-construit, on les fait avec les usagers. Là, on attend lundi le résultat des AMI tiers-lieux. Hein. Vous savez que ça va être publié lundi. Il y aura 10 AMI, enfin 10 tiers-lieux en France cette année, 10 premiers tiers-lieux en France qui vont être déployés avec des sommes d'argent importantes. Donc aujourd'hui, des solutions numériques, on en a. Par contre, ces solutions-là, il faut qu'elles soient achetées. Et on a besoin, quand elles sont évidemment de qualité, sûres et tout ce qui va bien, mais en tout cas, on a besoin d'engagement aujourd'hui des acheteurs. Donc ça, c'est entre guillemets, c'est un leitmotiv sur la e-santé qu'on a. Trouvons un mode de financement efficace sur ces outils numériques. Vous savez qu'on est en train de discuter les coûts du télésuivi actuellement. Enfin, il y a un certain nombre de choses sur la table. Donc du coup, il y a des solutions. On augmente la sécurité, on augmente l'interopérabilité, on augmente l'UX aussi, parce qu'on y en viendra. Quand on parle d'aidants aidés, souvent on a affaire à des personnes âgées, puisqu'on est âgé à partir de, bon, si c'est la littérature dans l'entreprise, c'est à partir de 45 ans. Donc moi, je suis pas âgé, je suis un vieillard. Donc voilà. Mais après, bon, on peut revenir sur ces chiffres-là. Mais en tout cas, on a une majorité des gens qui utilisent ces solutions d'e-santé qui ont dépassé les 60 ans et donc du coup, ben, ils ont de plus en plus l'habitude d'utiliser les solutions numériques, mais en tout cas, on a un énorme effort sur l'usage, sur l'UX à faire, de manière à ce que ces gens-là utilisent ces solutions. Alors aujourd'hui, il y a aussi un certain nombre d'autres choses qui ont évolué, c'est que avant, vous savez, quand on voulait accéder aux solutions sécurisées de santé numérique, il fallait obligatoirement être professionnel de santé. C'est-à-dire qu'on rentrait si on était adoubé par son ordre, parce qu'on avait une carte de l'ordre, et c'est cette carte de l'ordre qui faisait qu'on avait le droit de rentrer dans des outils, par exemple, de coordination. Aujourd'hui, le médico-social a fait son entrée en force, et là, on a poussé beaucoup, hein, a fait son entrée en force, et donc aujourd'hui, à partir de ces démarrés-là, on a d'autres professions qui ne sont pas des professions médicales ou paramédicales qui vont pouvoir rentrer avec leur niveau de sécurité, de sécurité et puis le niveau évidemment de confidentialité qui est lié au secret professionnel. Mais ce qui est intéressant, c'est que une personne qui est à domicile et qui fait la toilette des gens à domicile, eh bien, c'est elle qui, tous les jours, sait ce que mange la personne et sait comment est la plaie de son escar ou la plaie de je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, ces gens-là, eh bien, aujourd'hui, comme nous, professionnels de santé, on est accrédités avec notre carte de professionnel de santé, eux, ils vont être accrédités avec leur carte d'entreprise. C'est l'entreprise qui dira, eh ben, Jean-Louis Frins, il travaille bien chez AZI ou à la MAP ou je ne sais pas où. Et en tout cas, comme ça, on a de l'information qui est fraîche et qui vient donner justement des éléments cliniques ou psychologiques du patient ou nutritionnel du patient qui est pris en charge. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement important parce que du coup, on est en train d'élargir métier par métier les gens qui rentrent dans la coordination des soins. Alors après, en deux mots, quand on parle des personnes aidées et des aidants, on a plein de cas de figure parce que on a des aidants qui peuvent être, alors des aidés qui peuvent être jeunes ou vieux, ok, des aidants qui peuvent aussi être jeunes ou vieux, mais des aidants qui peuvent être des professionnels ou
des bénévoles parce que ce sont des aidants dits familiaux ou des aidants de proximité avec des âges et des profils complètement différents. Et ce qu'on voit bien dans les collaborations qu'on peut avoir avec les différents gérontopoles, c'est que finalement, dans ce binôme aidant-aidé, c'est presque l'aidant qui est le plus fragile. Et on le sait tous, hein, c'est quelquefois lui qui craque bien avant l'aider. Donc du coup, tous ces outils numériques, on peut en citer quelques-uns d'autres après si vous voulez, parce qu'on a des expériences aujourd'hui dans le cadre de PHRC, avec le Gérontopole de Toulouse par exemple. Mais aujourd'hui, je pense que on a bien sûr à concentrer nos efforts sur la personne qui a un Alzheimer ou qui a une sclérose latérale amyotrophique, parce que évidemment il faut la surveiller, il faut l'aider, il faut la suivre. Mais la personne qui s'en occupe tous les jours et toutes les nuits aussi surtout, parce qu'il y a les jours et il y a aussi les nuits. Ces gens-là, il ne faut pas les oublier. Et les outils numériques, je pense qu'ils doivent être aussi faits pour mesurer l'état clinique et psychologique des aidants de manière à gérer des alertes dans le bon sens du terme, de manière à un moment donné pouvoir les soulager, de manière à un moment donné pouvoir les mettre en relation avec des gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux et avec qui ils vont pouvoir discuter. Et ça, c'est vachement important d'orienter, je pense, le développement de nos outils numériques dans le sens de l'aidant. Parce que je pense que l'aider, je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, on pense beaucoup à lui. L'aidant, je sais, dans le milieu qu'on est, nous, on pense à lui, mais en tout cas, faut pas l'oublier. Ce sont des gens qui, quand ils sont à la retraite ou qui ne travaillent plus, ils ont l'aidé en face d'eux toute la journée et toute la nuit. Et en plus, quand ils travaillent, quand c'est des jeunes et qui travaillent, et ben, quand ils sont au boulot, ils ont non seulement la charge mentale de leur boulot, mais la charge mentale de savoir, mais qu'est-ce que mon aidé, il fait à domicile. Et ça, je trouve qu'il y a de l'imaginatif à avoir. L'autre jour, on voyait des reportages, je ne sais pas si vous avez vu, sur des caméras qui permettent aux aidants qui travaillent de, entre guillemets, surveiller leurs aidés à domicile. Je me dis super, parce que évidemment, peut-être que ça diminue la charge mentale. Donc, tout ça, c'est extrêmement intéressant. On voit bien qu'il y a des sujets qui sont posés. Et dans la délégation du numérique en santé, on a dit qu'il y avait une partie énorme de tous ces outils numériques qui était l'éthique. Et je pense que justement, ces caméras à domicile, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Je suis pas capable de. On n'est pas là pour juger d'abord. Et je suis pas capable de dire si c'est bien ou c'est pas bien. Mais en tout cas, je pense qu'il faut l'évaluer parce que moi, je travaille avec les associations de patients depuis 25 ans. Gérard Raymond, maintenant, avec qui on a travaillé il y a très longtemps pour faire la charte du patient hospitalisé à domicile, ainsi qu'à l'époque le président de l'association de patients d'insuffisance respiratoire, ils me disaient tous les deux, c'était il y a 15 ans ça. Eh ben, moi, j'ai pas envie de vivre dans une maison où je vais être regardé sans arrêt, y compris aux toilettes quelquefois. Et donc, je trouve que tout ça doit se poser dans un contexte de manière à toujours voir bien le bénéfice-risque. Je sais que c'est un peu des lieux communs que je dis, mais je veux vachement insister là-dessus parce que nous qui sommes concepteurs de solutions, on a beau se dire, ah oui, mais ça c'est le truc génial qui va tout révolutionner, mettons-le bien dans le parcours de vie de ces gens-là de manière à voir quel va être leur bénéfice-risque par rapport à tout ça. Voilà. Et après, je voulais terminer, mais pour là, en disant que, évidemment, quand on met à disposition des outils numériques, on va remonter de l'information. Et quand on dit remonter de l'information, eh bien, ça veut dire que derrière, il faut avoir quelqu'un qui traite l'information. Parce que ça veut dire que si on collecte et qu'on ne fait rien derrière, alors non seulement on va être déceptif, et ça c'est grave, c'est sûr, mais en plus, légalement, on peut avoir des énormes, énormes problèmes. Donc faisons bien attention d'abord de ne pas réduire les professionnels de santé et du médico-social qui s'occupent des aidés à un statut de collecteur de données, puisque en ce moment on parle beaucoup de tout ça quand même aussi. Ça c'est la première chose. Et qu'ils gardent ce lien avec la personne aidée, qu'on ne les phagocyte pas non plus par des outils trop compliqués, mais qu'ensuite derrière, si on remonte des alertes, si on remonte des tendances, si on remonte que ce soit utile à quelque chose. Le RGPD est là pour ça, normalement, mais en tout cas dans la finalité hein, et la proportionnalité. Mais ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'était quelques éléments que j'avais envie de citer, puis on reparlera de quelques outils qui sont en test actuellement pour les aidants aidés. Parfait. Je vous remercie. On aura l'occasion de reparler aussi ces caméras au sein de la maison domotique amplement plus tard avec Christine. Et c'est très utile. Voilà.
Et donc, donc, on a dressé un petit peu toutes les solutions numériques existantes dans son ensemble. Maintenant, c'est vrai qu'on peut s'attacher à parler en général avec Marguerite. Et la solution qu'elle propose, Ma Boussole aidant, des services d'aide qui existent aujourd'hui pour soutenir le duo senior aidant. Merci beaucoup, Angélique. Je te laisse peut-être passer la première slide. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, je coupe ma caméra parce que je sais que je n'ai pas un super réseau. Est-ce que vous pouvez Voilà. tu peux passer celle-là, je vais aller directement à celle d'après. Merci beaucoup. Ma Boussole aidant, en fait, on est une plateforme d'information et d'orientation pour les aidants familiaux, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent un proche à titre bénévole dans les gestes de la vie quotidienne, qu'il soit un proche âgé. Donc aujourd'hui, c'est un peu le cas qui nous réunit, le sujet des seniors, mais c'est aussi le cas des personnes malades ou handicapées. Et en fait, nous, on a constitué un collectif d'acteurs dont vous voyez là les logos des différentes structures, d'acteurs du handicap, de la dépendance, d'acteurs du monde de l'aidance qui vont représenter des collectifs, de pouvoirs publics, avec notamment la CNSA, la Caisse des dépôts, des caisses de retraite complémentaires, dont la GIRC-ARCO qui est notre financeur, des startups, des aidants. Et on s'est attaché à construire un service d'information pour les aidants en repartant un petit peu sur le principe de un peu la première marche pour pouvoir répondre aux problématiques des aidants. Il y a d'abord l'enjeu déjà de conscience du fait d'être un aidant ou pas. Aujourd'hui, c'est de les aider à leur faire connaître les différents services auxquels ils peuvent prétendre. Et donc là, je vais te demander de passer à la page d'après. Merci beaucoup. Et donc, on a construit 3 grandes briques de services. Une première qui est plutôt une brique de contenu pour aider les familles à comprendre où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours, donner de la pédagogie. Parce qu'en fait, quand on est aidant, on l'a dit tout à l'heure, il y a tellement de choses à gérer, au-delà déjà du reste de sa vie personnelle et professionnelle à gérer. Ça va être comprendre la pathologie, mettre en place des aides administratives, coordonner un certain nombre de professionnels à domicile ou hors domicile, sans parler du fait de préserver sa santé. Et ça, on l'a dit, c'est un enjeu énorme. La Haute Autorité de Santé a monté une étude il y a quelques années qui expliquait que dans le cas justement de l'aide de personnes seniors dépendantes, 1/3 des aidants va décéder avant son proche. Donc, on a un gros enjeu de santé publique car on a besoin de ces aidants pour faire en sorte que les aidés puissent vivre dans de meilleures conditions possibles. Donc, je répète le chiffre, 1/3 décèdent avant leurs proches et les aidants perdent en moyenne 6 années d'expérience de vie. Donc, il y a un gros enjeu de pouvoir accompagner cette personne essentielle, finalement, quand on repense aux enjeux de santé, sur le triptyque professionnel de santé, patient et aidant. N'oublions pas l'aidant. Donc ça, c'est cette première brique. Et la deuxième brique, c'est celle qui consiste à comment je peux trouver l'ensemble des professionnels qui vont m'aider dans mon quotidien à avoir la vie la plus, entre guillemets, normale possible. Et une dernière, sur les aides financières pour comprendre les différentes aides auxquelles mon proche et moi peuvent être éligibles. Alors, je fais juste un petit focus sur trouver le service adapté parce que ça fait partie là du sujet qui nous réunit. Et ce sera sur la page suivante. Quand on est aidant, il faut juste passer à la page d'après. Quand on est aidant, je le disais, on a un nombre de démarches substantielles à réaliser pour que la vie soit la plus normale, la plus douce, la plus qualitative possible. J'ai parlé tout à l'heure de gérer la question du diagnostic, la question des aides à domicile, la question de l'aménagement du logement, la question de la mobilité, des déplacements, des soins à domicile, tout ce qui va relever de la question des établissements et des lieux de vie, des modes de garde et de la scolarité, de la formation, du soutien à l'emploi, des vacances aussi,
parce qu'il y en a, de la vie sociale, comment je garantis une vie sociale, et ça c'est un énorme sujet, notamment sur la question des seniors. On sait que les questions d'isolement, en fait, derrière, drainent de gros enjeux d'impact de santé. Donc, comment je gère une vie sociale quand je deviens dépendant? La question des loisirs. Et puis, pour l'aidant, ça va être qu'est-ce que moi je peux faire pour être relayé. Attendez, j'ai un petit bug sur mon ordi. Voilà. Comment est-ce que moi, je peux faire pour avoir de l'accompagnement, c'est-à-dire être soutenu, à intégrer potentiellement des groupes de parole, des groupes de pairs aidants, être relayé, c'est-à-dire pouvoir, moi, m'absenter de mon domicile pendant une durée qui peut varier de quelques heures parce que j'ai aussi besoin, par exemple, d'aller chez le coiffeur, mais parfois, je peux avoir besoin de m'absenter un week-end parce que je veux passer du temps aussi avec les autres membres de ma famille ou autre raison. Et donc, ça, c'est des dispositifs spécifiques qui s'appellent le relayage. Puis, j'ai aussi besoin d'aide dans la coordination de mes services. Bref, ça, c'est ce que ma boussole aidant, on a cherché à construire pour faciliter l'accès à ces structures. Et aujourd'hui, on a recensé près de 47 000 structures dans la base de données qu'on a constituée finalement sur les différentes problématiques de dépendance et en fonction de la localisation de ces structures. Et on estime aujourd'hui qu'on est allé aux trois quarts du chemin, qu'il nous reste encore un bon paquet de structures à aller chercher. Mais tout ça, ça nous crée de l'information sur comment l'écosystème se crée, comment les dynamiques en fait, de marché, qu'elles soient économiques ou non économiques, vont venir essayer de répondre aux besoins de ces familles. Et on est en train, donc là, je n'ai pas forcément j'ai pas encore les conclusions, mais on est en train de bâtir un observatoire de l'aidance, de l'offre aux aidants et de celle des personnes qu'ils accompagnent pour pouvoir aussi devenir un outil d'orientation des politiques publiques. Donc ça, on le construit avec la Caisse des dépôts aujourd'hui et orienter en fait les lignes, on va dire, la manière avec laquelle l'État demain, l'État et les collectivités vont pouvoir investir sur ces sujets-là. Ce que je peux dire en tout cas, si je vous laisse passer la page d'après. Est-ce que vous... Voilà, merci beaucoup. Sur les tendances de marché, donc ça reste assez dans les grandes lignes, en tout cas dans les grandes tendances. D'abord, il y a un sujet démographique. On l'a dit, alors on le sait tous, 2030, c'est l'âge où les baby boomers vont arriver à l'âge de la dépendance, c'est-à-dire qu'ils auront plus de 85 ans. Oula. Marguerite, on t'entend plus? Oui, excusez-moi, Voilà. j'ai eu un bug de micro. Je vous prie de m'excuser. Pardon. Donc, j'étais en train de dire que... hop, j'ai mon écran qui... Et en fait, je vais enlever mes écouteurs parce que ça crée de la haut-parleur. Est-ce que vous... Ah non, Bon, je vais garder les écouteurs. Je suis désolée, j'ai un petit problème technique. Je vous prie de m'excuser. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, très bien. Ok, super. Ce que je disais, c'est que les baby boomers vont arriver dans l'âge de l'indépendance. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les personnes qui ont plus de 85 ans, ça représente 2 millions de personnes. À l'horizon 2030, c'est-à-dire dans à peine 8 ans, ils seront 4 millions, c'est-à-dire qu'ils vont doubler. Donc, très concrètement, quand on regarde aujourd'hui comment se passent les questions de gestion de la dépendance, également de la famille de personnes seniors, on sait qu'on a aujourd'hui de grandes difficultés à pouvoir offrir des conditions de vie sereines, que ce soit en établissement d'abord. Je passe le sujet des scandales qu'on a pu connaître ces derniers mois, mais aussi comment on offre des bonnes conditions de vie, de fin de vie à domicile, sont de gros sujets. Et ça, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas forcément bien le faire, mais demain, il faudra le faire pour 2 fois plus de personnes.
Donc, c'est vraiment à partir enfin, c'est vraiment aujourd'hui qu'on doit s'attacher à construire qui fera qu'on pourra offrir à nos aînés des conditions sereines de vie et de fin de vie. Pour ça, les politiques publiques, on l'a dit, s'attaquent à ce sujet-là. Il y a eu la création de la 5e branche de la sécurité sociale en 2022 qui est portée par la CNSA. Il y a tout un tas de sujets qui émergent sur le sujet de l'aidant, qui en fait ne sont pas encadrés légalement. Alors là, j'en ai cité deux sur ce texte. Premièrement, des expérimentations pratiques dérogatoires au Code du travail qui peuvent permettre à ces pratiques de relayage et de répit, c'est-à-dire de remplacement, où quelqu'un peut venir s'occuper de l'aider pour que l'aidant puisse prendre du temps pour lui, et aussi tout un système de droits, d'aide financière et de congés à destination des aidants familiaux qui reste, je n'ai pas envie de dire minime, mais qui reste émergent aujourd'hui et qui va se renforcer au cours des prochaines années. Et si on passe à la page suivante, on peut voir que voilà, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une offre qui est très structurée, notamment dans l'offre résidentielle des établissements, l'offre d'aide à domicile, et qu'aujourd'hui, cette filière-là a de très gros enjeux. Comment je sécurise la qualité de service au sein de ces établissements, la bientraitance des personnes, ça rejoint la question de l'éthique aussi. Comment je sécurise le développement du virage domiciliaire? 9 personnes sur 10, en fait, ne veulent pas aller en EHPAD. Donc, 9 personnes sur 10 veulent vieillir dans de bonnes conditions chez elles. Et pour vieillir dans de bonnes conditions chez elles, il y a toute la question des outils techniques qui seront présentés après. Et c'est aussi d'attractivité des métiers et des filières et qui font que, par exemple, sur la question des profils, des métiers d'accompagnant à la vie quotidienne, d'aide à domicile, d'auxiliaire de vie, aujourd'hui, on doit recruter 360 000 personnes. Donc, comment on fait en sorte que ces personnes-là, elles soient formées, elles soient aussi bien payées, et elles restent dans leur poste? Et ça, c'est des vrais enjeux sur ces secteurs-là, de repenser la manière avec laquelle on construit le métier et on le rend attractif. Et puis, il y a évidemment de nouveaux services, de l'innovation sociale qui se fait, de nouveaux métiers qui émergent, avec en premier lieu la question des coordinateurs de parcours. Alors donc c'est ce qu'on appelle, pour les plus experts, les care managers, qui sont des professionnels qui vont pouvoir aider à faire des bilans psychomédico-sociaux et qui vont coordonner toute l'offre, l'accès aux aides, les démarches auprès de toutes les structures, des intervenants qui vont permettre des conditions sereines à la personne aidée et qui vont décharger l'aidant de ce fait de toutes ces démarches-là. Et aujourd'hui, on le voit pour le coup sur la question de la santé. Maintenant, on commence à arriver sur ces métiers-là à avoir des acteurs qui arrivent à intégrer la question du social et la question de la santé sur ces coordinations de parcours. Ensuite, mais ça sera développé après, vous avez tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, de la santé prédictive, des dispositifs qu'on peut installer au domicile pour qu'ils soient prédicteurs de signes de santé, de signes de chute et prévenir en fait des situations d'aggravation de la dépendance du proche, tout en faisant en sorte qu'ils soient les moins invasifs possibles. Donc ça sera plutôt développé ensuite. Pour l'accompagnement des aidants familiaux, on va retrouver tout ce qui est offre de répit, je l'ai déjà évoqué, mais également tout ce qui va être parcours de professionnalisation de l'aidant pour faire en sorte que cet aidant, en fait, il tienne le coup, il ait des compétences et des ressources, et par la suite, il puisse s'inscrire dans des dispositifs de valorisation des acquis, de compétences, et potentiellement pouvoir réintégrer une vie professionnelle dans de bonnes conditions s'il le souhaite, et éventuellement sur ces secteurs de métiers en tension de l'aide à la personne. Et on voit émerger aussi sur cette question des aidants un certain nombre de nouveaux dispositifs, de nouvelles offres de services en entreprise. Puisqu'on l'a dit, 2/3 des aidants sont des aidants actifs. Et ce sujet, le sujet de la qualité de vie au travail, en fait, aujourd'hui, se voit au prisme
des aidants familiaux et des aidants salariés. Donc, par rapport aux statistiques que je vous ai données tout à l'heure, on estime qu'aujourd'hui en France, il y a un salarié sur 4 qui est aidant. 2030, ça fera un salarié sur 5. 2030, ça sera un salarié sur 4, c'est-à-dire 25% des salariés qui sont également aidants. Et donc là, aujourd'hui, le marché est en train de se structurer pour proposer des offres de formation, des offres d'accompagnement, des offres de coordination au sein de l'entreprise. On va retrouver tout ce qui est offre d'habitat inclusif avec des services d'accueil familial, de colocation senior, de colocation intergénérationnelle, d'offres pour des personnes seniors qui ne sont pas encore trop dépendantes, mais pour lesquelles on construit des parcours de vie, des parcours d'habitat qui vont en fait renforcer, en tout cas décaler, on estime, leur entrée dans la dépendance. Et au-delà de tout ça, j'ai évoqué très rapidement certains scandales, ou en tout cas des problèmes de qualité de service, voire de maltraitance qui peuvent avoir lieu. Il y a aussi sur le marché un certain nombre d'acteurs qui se positionnent aujourd'hui en certificateurs, labellisateurs des services à destination des seniors et des aidants pour venir garantir la qualité de service et l'engagement et les valeurs que la structure peut porter. Voilà, donc c'est finalement quand même un bouillonnement, un foisonnement d'initiatives aujourd'hui qui existent pour répondre à cet enjeu démographique et à cet enjeu sociétal, en fait, aujourd'hui, de la question du bien vieillir. Merci Marguerite pour cette présentation. Ouais, et donc, maintenant, justement, on va s'intéresser à comment la transformation digitale des acteurs de la e-santé peut, si elle est orientée à un impact positif, peut apporter ce changement. Et on va s'intéresser plus particulièrement à la santé inclusive. Donc, François Giraudon, je te laisse présenter Suricate Consulting. Oui, alors bonsoir à tous. Si tu veux bien passer. Alors avant peut-être effectivement, la réflexion qu'on a eue en menant la préparation de cet événement, c'est poser la question du digital et de l'inclusion, parce que on entend au sens, une des parties importantes du digital à ne pas oublier. Alors, pour vous dire qui on est, puisque donc on est un acteur du conseil, mais un acteur du conseil qui a une vocation à, disons, réfléchir aux impacts positifs que le digital peut amener. Alors, le cœur de notre métier, c'est le digital, mais c'est pas que ça, c'est aussi son positionnement, sa rationalité dans l'usage qu'on en fait, et en particulier là, dans ce secteur de la santé, il y a extrêmement beaucoup de choses à réfléchir et à revisiter même sur l'usage des technologies. Donc on est un collectif qui embarquons des consultants métiers, des designers et des informaticiens. On s'est posé la question des labels, parce qu'on parlait des labels justement, et donc il existe des labels très engagés aujourd'hui qui pointent leur nez dans les secteurs de l'entreprise qui s'appelle Bicorp. Je ne rentrerai pas dans le détail de cette labellisation, mais elle est très contraignante et nous a amené à réfléchir à notre rôle en tant qu'entreprise du conseil dans la société, et on est arrivé à cette notion d'entreprise à mission. Je veux bien que tu passes sur la slide d'après. Et l'entreprise à mission, d'abord, ça a été comment dire, un repositionnement de notre raison d'être, que je vais vous lire, parce que c'est toujours très compliqué de la décortiquer, hein. Mais donc, notre raison d'être, c'est d'aider les entreprises en les guidant vers les modèles et les pratiques responsables et efficientes afin qu'elles jouent pleinement leur rôle positif dans la société.
Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire surtout d'aider les entreprises à prendre conscience de leur impact et de les amener à faire des choix éclairés. Ça, c'est la première partie. D'accompagner la transformation, parce qu'on pense qu'il y a tout à faire dans la transformation des modèles des entreprises pour limiter les impacts négatifs et accélérer sur les impacts positifs à travers des nouveaux modèles économiques, la régénération, etc. Et puis de construire aussi des expériences soutenables et inclusives. Et l'inclusion, ça va être le sujet du slide d'après, parce que c'est au cœur de nos problématiques aujourd'hui dans le numérique. Et bien sûr, tout ça, on essaye de le faire en entretenant un milieu où l'épanouissement et le développement individuel et collectif restent un objectif premier, aussi bien en interne de sur ICAT que dans la manière dont on conduit nos missions. Et je veux bien que tu passes le slide d'après. Alors, quand on s'est posé la question sur la e-santé, donc e-santé veut dire dispositif digital, l'angle que j'ai souhaité aborder là aujourd'hui, mais qui résonne beaucoup avec les deux premières présentations, c'est sur cet angle de l'inclusion. Et alors, à mon sens et à notre sens, bon, l'inclusion, donc on parle de nos seniors, et je tiens à dire qu'un senior, c'est pas forcément un malade, et déjà de se dire ça, ça veut dire des choses. Donc un senior, c'est évidemment, il y a ce côté de la santé, avec la prévention, la surveillance, on va en revenir là-dessus, qui est très importante, mais c'est aussi d'autres choses. C'est l'accès aux administrations, c'est l'accès à la culture, l'accès à une nourriture de qualité, l'accès à des activités, à la transmission intergénérationnelle, on en parlait juste à l'instant, à la pratique physique aussi. Donc en fait, quand on parle de seniors et de la relation senior-aidant, c'est quelque chose de multiple qui ne se limite pas simplement à l'acte de surveillance ou l'acte de prévention stricte du sujet de la santé. C'est, à mon sens, bien plus large. Et donc, je traduis ça, moi, sur des axes, du coup, en fait, 4, plus 1, dont on parlait au tout début, qui est la data et la confiance. Parce qu'un dispositif digital, quoi qu'on en dise, c'est beaucoup de data. Et donc forcément, c'est cette problématique de la confiance au dispositif et de la sécurité qui va avec. Ça va forcément être au cœur de la conception de ces systèmes. Mais il n'y a pas que le volet technologique à prendre en compte. Il y a aussi ces 4 critères qui me semblent importants et dont vous avez déjà commencé à parler, c'est-à-dire il faut que le système soit adapté au territoire géographique. Alors on parle de la mobilité, on parle de la densité des populations. C'est pas la même chose quand on est dans une agglomération que quand on est dans un contexte de campagne avec ces déserts médicaux et même déserts sociaux qui viennent avec. Donc c'est un vrai sujet d'inclusion à prendre en compte dans les dispositifs de e-santé. Il y a ce volet d'intégration dans le tissu économique du territoire, parce que on parle des aidants, mais les aidants ont aussi des familles. Oui. Et il faut qu'il y ait une attractivité du territoire, parce que sinon, on aura cette relation aidant-aidé qui va dysfonctionner. Donc, il faut créer cette vision systémique autour de l'aidant. On parle d'économie de partage, etc. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Et puis, tenir compte du contexte social. C'est la population, son éducation, sa formation. C'est pas du tout la même chose. Et on voit l'évolution. Hein, effectivement, on est senior à 50 ans. On commence à être senior à partir de 50 ans. Et c'est pas la même chose que quelqu'un qui a 50 ans et qui a 80 ans. Donc il faut évidemment adapter le dispositif au public. Et la solution digitale doit complètement se fusionner avec les profils et qu'on veut soutenir.
Et puis, moi, je pense qu'il y a un dernier aspect qui est très important, c'est laisser l'initiative. Il y a un piège souvent avec le digital, c'est qu'on le pense, on le conçoit et on le fige. En particulier dans ce domaine de l'e-santé, il faut que ces outils facilitent l'initiative locale, permettent aux acteurs, les aidants comme les patients, la famille, etc., de pouvoir partager de l'information, de créer de nouveaux systèmes. Et ça fait partie pour moi aussi d'un outil bien conçu. Et je vais, du coup, voilà. C'est donc une vision un petit peu de notre façon d'appréhender le sujet de la e-santé. On va prendre un exemple. Oui. Et je vais te laisser la parole, Angélique. D'accord. Merci. Donc, si tu peux passer quelques slides suivantes encore. Donc, il y a rapidement, il y a le marché de la e-santé évolue. On a vu beaucoup d'initiatives de grands groupes, de grands laboratoires qui évoluent sur de nouveaux business models avec multinationales, start-up. Et donc, on s'intéresse à des communautés. Donc, ça, c'est déjà plus nouveau. Des communautés sur une thématique santé, par exemple le diabète ou l'Alzheimer ou que sais-je. Et on s'intéresse donc à divulguer une information et à intégrer toute la chaîne des professionnels de santé pour vraiment cet accompagnement et ce suivi dans le parcours de soins. C'est par exemple l'initiative du laboratoire Roche, et il y en a d'autres. Et on voit aussi nombreux laboratoires qui commencent à devenir des laboratoires à impact positif, donc en lien avec la RSE et l'équité sociale et l'impact sociétal notamment. Donc, je voudrais vous présenter la slide suivante, un retour d'expérience sur un projet que j'ai mené avec le laboratoire Hartmann. Donc, en fait, je voudrais vous partager cette histoire où, en fait, on a créé pour le laboratoire Hartmann l'espace de l'aidant. Alors, l'espace de l'aidant, c'est un projet qui nous vient de la division incontinence d'Espagne. En Espagne, il y a 5 millions de personnes qui souffrent d'incontinence et 2 millions d'aidants qui s'occupent des personnes dépendantes. Donc, lorsque on nous confie le projet, le laboratoire souhaite communiquer sur les différentes gammes de produits, donc d'incontinence et de différentes solutions par rapport aux problématiques de la peau, etc., pour mieux communiquer sur leurs produits et donc, in fine, va avoir une répercussion sur les ventes. Or, quand on me confie le projet, j'essaye de réfléchir en termes de solutions stratégiques pérennes pour vraiment créer un impact positif. Donc, je m'intéresse à la communauté et à la volonté de créer cet impact positif. Donc, il s'agit vraiment d'étudier la problématique de l'aidant et du senior et de fournir des solutions qui vont permettre de faire évoluer tout ce binôme et qui va donc, in fine, devenir un projet de communication pérenne avec donc un prix d'impact positif. Donc concrètement, on a étudié les différentes problématiques, notamment, donc on l'a signalé avant, Marguerite l'a signalé avant, on a peu de connaissances autour de la profession de l'aidant, si c'est des familiaux, si c'est des professionnels, ils sont peu formés sur les vrais besoins des seniors. Et donc, on a besoin de professionnaliser tout l'ensemble du métier et avec des certifications, des formations reconnues. Donc, ce qu'on a mis en place, une fois qu'on a étudié un petit peu toutes ces problématiques, c'est des solutions éducatives, par exemple en utilisant l'échelle Bartel pour vraiment comprendre les différents degrés de dépendance du senior. Ce n'est pas la même chose quand on est en semi-dépendance ou bien en dépendance totale. Et puis, il y a aussi le syndrome de l'aidant. Donc ça, c'est quelque chose de très factuel. C'est le test de Zarit. Et en fait, on parle de surmenage physique et psychologique. Donc là aussi, l'aidant, il a vraiment besoin d'être aidé pour justement pouvoir aider le senior. Donc, on a créé toute une communauté d'échange et de partage de bonnes pratiques avec toute la chaîne d'experts, infirmiers, médecins, pharmaciens
Et on a regroupé au sein d'un écosystème digital tous ces besoins et on a développé donc tous ces contenus sous forme de web, blog, app. On a même développé une radio pour essayer d'apporter ces contenus éducatifs de valeur sur des thématiques vagues, extrêmement générales, je veux dire, sur l'hygiène, le traitement de la peau, la mobilité, les bons gestes de mobilité à adopter, la sécurité, la bonne nutrition, le traitement des médicaments, le côté psychologique et sur l'incontinence urinaire. Et le résultat, eh bien, ça s'est traduit par donc des masterclass certifiantes, un club exclusif de tests et de guides téléchargeables, des conseils en ligne relatifs aux soins, une radio avec des témoignages d'experts regroupant des pharmaciens, médecins, infirmiers, professionnels de santé avec des vrais témoignages pour guider les familles. Et puis, une campagne de communication pour reconnaître et positionner l'aidant comme un héros. Donc, on a fait des campagnes fiers d'être aidants. Et ce qui a permis donc d'avoir des résultats époustouflants, puisqu'au bout d'un an, le projet a réussi à avoir un impact en termes d'audience supérieur à l'impact à l'audience du laboratoire en lui-même. On parle de 20 000 visites, 14 000 communautés dans YouTube et 20 000 sur Facebook. Donc, c'est vraiment à travers la création de valeur orientée solutions tangibles aux problématiques factuelles sur le terrain qu'on peut vraiment créer des solutions qui aident et qui vont être pérennes dans le temps. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Donc maintenant, si tu veux bien, Christine, on va parler un petit peu des solutions technologiques de la hashtag qui visent à améliorer la qualité de vie de notre duo. Avec plaisir, un vaste sujet. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je veux bien qu'on passe peut-être à la slide suivante. Bon, cette slide, il y a énormément de choses qui ont déjà été dites par tous les intervenants. J'aurais simplement envie de faire un focus effectivement sur deux points. Déjà, en fait, voilà, bien vivre et bien vieillir chez soi, c'est une évidence pour tous, pour toutes les raisons qu'on a évoquées au préalable. On le sait aussi, quelque part, même si en fait on a une offre d'habitat alternatif qui demeure encore un petit peu trop confidentielle, voilà, on a une offre qui n'est pas en capacité d'absorber en fait toute la demande de demain, tous les besoins des seniors et de leurs familles. Mais cependant, encore un point supplémentaire qui n'a peut-être pas été évoqué ce soir encore, c'est que finalement, en fait, on n'a pas toujours les moyens d'accéder en fait à des habitats adaptés et des habitats en fait proposant des services. On n'a pas toujours les moyens effectivement d'accéder aux soins qu'on mériterait. Et donc du coup, tout ceci en fait nous emmène effectivement dans le cadre de cette finalement, voilà, progression importante sur les 10 années à venir du nombre de seniors qui entreront dans l'âge des fragilités, à une évidence qui est de se dire que, eh bien, quand on fait le point, on se dit que on a effectivement des familles qui vont être en première ligne de ce sujet. Première ligne également, en fait, pour tous les proches collaborateurs qui vont être en situation d'aidance. On l'a dit tout à l'heure également. Donc, un collaborateur sur 4, en fait, est aidant à date. On va encore augmenter, en fait, le nombre. Voilà, une évidence, encore une fois, de bien vieillir chez soi. On va peut-être faire la bascule directe, en fait, sur la slide suivante, parce que c'est vrai qu'on a déjà dit beaucoup de choses. J'aurais juste un chiffre important. Voilà, on sait qu'ils sont effectivement 11 millions, 4,3 à s'occuper d'un proche senior de 60 ans et plus. On a parlé des collaborateurs aidants.
Et il faut encore savoir qu'il y a effectivement un gros travail à faire puisque 78% d'entre eux ne se déclarent pas en tant que tels auprès de leur entreprise, cachent quelque part en fait ce statut en fait à leur DRH de peur d'être placardisés tout simplement. Alors même que, voilà, en entreprise, on le sait, en général, on entre dans les danses aux alentours de 39 ans, donc on est en général en position d'expérience, on va dire, ou en tout cas une compétence en fait précieuse pour l'entreprise qui porte parfois effectivement toute une histoire, des connaissances importantes. Et l'enjeu, effectivement, demain des sociétés, des organisations, c'est en marge, effectivement, voilà, de la famille qui est en première ligne, en fait, du bien vieillir à domicile des seniors, de se structurer, finalement, pour être bienveillante à l'égard des aidants qu'ils compteraient parmi leur rang, tout simplement pour faire en sorte que ce cercle vertueux, ce maillon essentiel du bien vieillir, ce binôme, finalement, en fait, senior et aidant perdure, se renforce et trouve soutien effectivement de part et d'autre, à la fois du côté des seniors et du côté des aidants. Voilà. Un petit chiffre important pour la suite. Voilà, 93% des Français pensent que les objets connectés peuvent favoriser le maintien à domicile. Alors, je parle d'objets connectés, je ne parle pas de e-santé là, c'est assez large, mais c'est à prendre en compte, comme quoi, effectivement, les outils digitaux, les objets connectés de manière globale ont fait leur bonhomme de chemin et sont rentrés finalement dans le cadre d'une démocratisation de masse. On peut passer à la suite. Alors, l'AgeTech, voilà, les initiatives innovantes, ou en tout cas les initiatives de l'AgeTech avec des degrés de technologie en fait variés, c'est un petit peu le sujet qu'on m'a confié. Pour cela, je me repose quelque part sur le travail qu'a réalisé en fait Suitome, une agence conseil vraiment focus sur les problématiques du bien vieillir, l'enjeu du bien vivre et bien-être le plus longtemps possible. Alexandre Faure, en fait, est quelqu'un que je lis assez régulièrement et ils ont mappé en 2021, et donc voilà, il y a quelques mois qui ont pu passer entre-temps, plus de 315 programmes et solutions en réponse à l'enjeu sociétal de la transition démographique, avec la volonté de les catégoriser quelque part selon le besoin essentiel des seniors. Donc, désolée, je vois que la capture n'est pas très évidente à lire d'ici. Il y a beaucoup d'acteurs. Je voulais simplement noter, et on l'a un petit peu touché du doigt tout à l'heure, que voilà, on parle d'innovation avec différents degrés technologiques, mais il ne faut pas oublier que finalement, en fait, ces innovations, quelles qu'elles soient en fait hardware, qu'elles soient soft, qu'elles soient en fait IA, qu'elles soient voilà, servicielles d'usage, elles doivent absolument, en tout cas pour le marché qui nous concerne et dont on évoque aujourd'hui, absolument en fait intégrer une dominante projet et bien évidemment en fait systématiquement le facteur clé de succès, c'est d'y associer l'humain, voilà, l'humain et encore l'humain, et on en parlait avant et on le sait en fait, les solutions technologiques n'existent et ne peuvent exister que parce qu'il y a effectivement des humains pour les faire fonctionner, et en même temps l'humain quelque part peut jouer aussi le rôle d'un capteur humain qui viendrait compléter, comme on l'a dit tout à l'heure en fait, les datas qui pourraient remonter, les informations qu'on pourrait avoir pour faire de la prévention, pour plein de possibilités, mais encore une fois en fait tout est imbriqué et d'autant plus en fait dès lors que l'on parle effectivement de la problématique d'accompagner finalement en fait les seniors dans ce parcours du bien-être et bien vieillir tout au long de la retraite. Je vais faire un petit zoom. Je n'avais pas fini, mais c'est pas grave, je vais improviser sur cette cartographie. En fait, on a 3 acteurs, on n'arrive pas à voir les logos, mais on a Aloli, Prevencare, mais je ferai un petit topo sur GradCare aussi qui est ici, et Bonjour Henri. Voilà, je les ai picorés un peu voilà, sur la cartographie. Tout ça pour vous dire qu'en fait, l'innovation, elle peut être à plusieurs titres. Quoi qu'il en soit, en fait, systématiquement, on retrouve finalement le duo qu'il faut préserver, le duo à qui il faut penser, voilà, apporter des bénéfices
bénéfice aux uns et aux autres, rendre autonomes en fait les seniors le plus possible. Allo Lui, qui est en fait voilà une start-up qui s'est structurée il y a quelques années, qui fait son bonhomme de chemin et qui finalement s'était proposé de mettre en contact des seniors et surtout ce que j'ai toujours adoré dans leur approche de permettre aux seniors de ne pas être dépendants quand ils ont besoin de menus services comme changer une ampoule ou de reconnecter la box Internet, mais d'être au contraire en fait en mode proactif, de prendre leur téléphone, d'écrire un mail et de dire voilà, j'aimerais qu'un lui passe à la maison pour m'aider. On est dans une relation en fait de service intergénérationnel qui apporte beaucoup et qui rend autonome surtout en fait les seniors. Prevencare, en fait, que j'ai sélectionné parce qu'il propose en fait un service de care management de manière en fait digitale et qu'il subtilement l'instille dans les grands comptes, les grands groupes, les entreprises qui voilà qui souhaiteraient être bienveillants à l'égard en fait de leurs collaborateurs aidants, tout en les préservant. Grâce à un outil digital qui va permettre finalement, avec tout simplement un code entreprise, de bénéficier en fait de services gratuits offerts par l'entreprise, tout en restant totalement anonyme de la part de ces référents, de ces supérieurs hiérarchiques ou tout simplement de la DRH. Je fais une petite aparté qui n'est pas sur la slide. Ce soir, on a Manuel qui est là, GrabCare. GrabCare aussi, voilà, le care management, c'est aussi un care management de l'humain, du terrain. Et tu déploies, et tu as remporté des prix et tu déploies voilà, tous tes efforts en fait, sur les territoires du 31 et du 32, voilà. Et donc, c'est une initiative locale, donc autant en parler. En plus, tu es là parmi nous, donc c'est génial. Et bonjour Henri, donc la société Barba Blanca qui est située à Montpellier, que j'adore, qui, voilà, bien évidemment, amène la tech dans le foyer du senior, tout simplement à travers d'un assistant en fait vocal au travers d'un écran voilà, adapté pour cet usage qui va tout simplement permettre de favoriser l'interaction sociale avec la famille, mais tout simplement voilà, tout simplement à la voix. C'est déjà beaucoup, puisque voilà, on sait que parfois, voilà, c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans les différents médias sociaux qu'utilisent les enfants, les petits-enfants, etc. Donc, c'est tout simplement voilà, pour balayer du revers de la main cette difficulté parfois, et surtout nouer un lien, créer un lien digital en fait entre le senior et ses aidants, puisqu'on est en plein dans une histoire de famille, avec l'opportunité également pour la famille d'interagir et d'envoyer des mémos, des appels, des rendez-vous directement dans l'agenda en fait, de leurs proches, si nécessaire, pour mieux s'organiser. Voilà. Du coup, ça va me faire un petit fil rouge, un petit fil conducteur pour parler d'Authiocare. Donc, on peut passer en fait à la slide suivante. Donc, Authiocare, bien, c'est le programme sur lequel une petite équipe du groupe HBF travaille depuis plus de 2 ans. L'idée, c'était finalement de nouer un lien digital intergénérationnel et d'instaurer quelque part une aidance collaborative et préventive. Donc en fait, 2 points par rapport au sujet du jour, c'est que grâce au digital, une application mobile qu'on amène au cœur des familles, on va tout simplement peut-être non pas casser le binôme, le duo senior-aidant, parce qu'on sait bien souvent, il y a un aidant qui prend le lead au niveau de la fratrie et il est seul et parfois bien seul. Et bien là, en fait, le digital va permettre de créer un groupe aidant familial en mode collaboratif et finalement les enfants, les petits-enfants, les proches voisins, les amis qui voilà, seraient en proximité et capables de créer en fait ce cercle de télébienveillance sont à même de visualiser sur l'application mobile des remontées d'informations qui proviennent de capteurs, non pas des caméras, surtout pas des caméras dans le monde Authiocare, mais simplement de petits capteurs en fait de mouvement et d'ouverture. Donc on est non intrusif, super discret, c'est super important sur ces sujets-là, qui sont, voilà, à un moment donné, d'arriver aussi à faire comprendre à un proche senior bien que tout simplement le fait d'être isolé dans son logement, sans parler de dépendance, hein, on peut avoir en fait un premier niveau de fragilité qui serait tout simplement de se retrouver suite au décès de son conjoint, seul dans la grande maison familiale. On va bien, on est super autonome. Pour autant, en fait, les enfants qui sont bien souvent en distance peuvent s'inquiéter. Et donc, l'idée, c'est de petit à petit amener en douceur un dispositif discret, non intrusif, qui va permettre finalement de créer une bulle de réassurance
mutuelle, je dis bien, puisque tous nos utilisateurs nous le disent. L'idée, c'est véritablement de renforcer l'autonomie en fait au domicile et aussi d'être en totale sérénité. Je vais pas pitcher plus que cela en fait. La solution, si ce n'est que la prévention nous tient à cœur, que nous adressons vraiment en fait aux familles et que les seniors que nous scopons quelque part, que nous équipons, sont des seniors en fait plutôt encore autonomes et en forme et ont eux aussi en fait envie d'être en mode proactif. Et on peut passer à la suite. Pour vous amener un petit peu plus loin. Je n'ai pas présenté le groupe HBF, mais très rapidement, en fait, le groupe HBF est un acteur en fait basé en Occitanie qui distribue des solutions électriques, de petite domotique et d'éclairage en fait depuis 25 ans. L'idée, c'était de raccorder un petit peu l'histoire en fait d'Autioker à l'histoire en fait du groupe HBF. L'idée était aussi d'être sur de la technologie qui se cache dans des objets d'usage du quotidien qui sont faits pour adapter le logement et finalement faits pour amener finalement les familles à adopter l'actimétrie, puisque c'est ça que l'on propose comme service. Et donc, nous avons travaillé sur différents concepts produits qui permettent, dans un premier niveau, finalement, comme un cheval de Troie, de déjà amener quelque part en fait des équipements qui vont apporter en fait confort au quotidien et qui demain, comme ils sont connectés en fait en natif, apportent des signaux de vie qui sont affichés directement dans l'application mobile. Je ne vais pas détailler, c'est un cheval de Troie en fait finalement produit, bénéfice en fait senior qui lie directement, qui le lie directement en fait à son écosystème en fait de bienveillance qu'est la famille. Et on peut passer à la suite. Avant-dernière slide, je suis un petit peu longue, toutes mes excuses. Notre roadmap en fait future, c'est ça, c'est de se dire qu'en fait elle pourrait tout simplement servir à changer de paradigme et de démocratiser la prévention. Donc on va creuser ce sillon pour tout simplement permettre aux seniors de s'approprier eux aussi en fait l'application mobile Autioker, d'avoir en fait finalement une proactivité en termes d'actions possibles sur l'application pour agir sur son bien-être et son bien-vivre, avant même de basculer demain sur des préfragilités. Et l'idée en fait derrière tout cela, c'est d'inscrire finalement dans cette application mobile, qui est une application mobile grand public, et bien tout simplement au cœur des familles, l'importance de la prévention, d'inscrire en fait un hub de services partenaires, d'inscrire en fait un hub de connaissances pour sensibiliser les publics à l'enjeu de la prévention, et bien sûr en fait d'intégrer un outil digital qui permettrait l'aide à la détection de signaux faibles par le senior lui-même, avant même qu'il ne décide de passer le relais en fait à sa famille. Et puis l'actimétrie pourrait suivre. Donc on mixe effectivement actimétrie déclarative, auto-déclarative. J'appelle ça du self-care. Je trouvais que c'était pas mal. Du family care quand c'est la famille, et bien sûr, de manière un petit peu plus large, on est vraiment sur un dispositif de smart care. Si on ouvre, et si on peut passer à la dernière slide, si on ouvre le débat, puisque le débat c'était la tech, c'était en fait l'importance, quel est l'impact en fait de la tech demain. Moi j'aurais tendance à dire, mais en même temps je suis une ancienne start-upeuse, donc c'est difficile pour moi de dire le contraire, mais il y a eu des annonces récentes en fait qui nous parlent d'un standard en fait universel pour la maison connectée. Un rapide échange avec Bruno Vulcano, le président de l'Alliance, en fait, m'indique qu'il y a déjà des initiatives en fait autour de la santé, autour du bien-être, et donc tous les fabricants, sachez-le, en tout cas, cette alliance en fait regroupe les Google, Amazon, Facebook, Ikea, Orange, énormément de constructeurs d'objets connectés. Et bien demain, on pourrait rêver finalement à une interopérabilité, non seulement toutes les initiatives EdgeTech en fait qu'on a vues au préalable, mais pourquoi pas en fait d'imaginer une compatibilité native qui permettrait d'accéder à une maison qui serait elle-même en fait un aidant virtuel et qui aurait, grâce à tous les équipements en fait interopérables qu'elle hébergerait, la capacité finalement d'être bienveillant à l'égard des seniors et de venir en soutien des aidants. Voilà, j'en ai fini. Merci.
Christine. On va passer à Frédéric, directeur d'Occitanie d'Harmonie Mutuelle, pour nous présenter le groupe et comment, concrètement, les nouveaux services viennent impacter positivement la santé du duo senior aidant. Oui, merci Angélique. On s'est rencontrés à la mêlée numérique, Oui. Angélique, où on était déjà sur le sujet de la e-santé. Oui. Et lorsque vous m'avez proposé d'intervenir à cette table ronde, moi j'ai immédiatement dit oui, parce que le sujet de la paire aidance est un sujet sociétal qui, à titre perso, déjà m'intéressait, mais aussi qui est clairement intégré dans la stratégie d'Harmonie. En deux mots, Harmonie, Harmonie Mutuelle, vous nous connaissez probablement comme une mutuelle santé, mais pas que ça, en fait. Je vous explique un petit peu la chose. En juillet 2020, lorsque toutes les entreprises du monde se refermaient sur elles-mêmes parce qu'on était tous confinés, et François, c'était la même chose pour vous, on en a parlé tout à l'heure, et bien on a décidé de dans le pari, dans cette belle aventure humaine, de devenir une entreprise à mission. Et derrière le mot entreprise à mission, c'est quelque chose de très ambitieux, en fait, parce que c'est quand même le plus haut degré de la loi Pacte qui incite les entreprises à s'engager dans les aspects sociétaux, environnementaux. Ça veut dire aussi qu'on c'est pas du greenwashing, parce qu'on est audité, on est challengé par un organisme indépendant externe qui va venir nous challenger sur les engagements que l'on prend. Donc pour nous, c'est très engageant et ça engage toute la stratégie de l'entreprise et tous les collaborateurs de l'entreprise. Alors, la raison d'être, François, vous avez évoqué la vôtre. La nôtre, elle est affichée ici. Moi, je l'affiche aussi parce que j'ai parfois encore un petit peu de mal à l'énoncer très clairement. Donc, je l'affiche et c'est un petit peu bête. J'ai le même problème. Ouais, voilà, mais ça va venir à force. Donc, c'est agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs. En dessous, vous avez nos 4 grands objectifs de notre raison d'être. Qui sont, vous les avez, je ne vais pas vous les lister, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 3e, c'est favoriser l'entraide, le développement de liens sociaux et de réseaux solidaires au cœur des territoires. Je pense que le sujet d'aujourd'hui correspond tout à fait à cette thématique-là. Et le premier également, construire collectivement des solutions d'assurance et de services qui ont un impact positif sur la santé des individus qui vont bénéficier de ce service-là. En gros, toutes les actions que nous allons mener auront pour objectif d'améliorer globalement la santé de nos adhérents, de nos clients. En gros, notre objectif est de passer d'assureur, parce qu'une mutuelle est un assureur avec un ADN, avec une vision sociétale, à un acteur de santé. Et quand je dis acteur de santé, on s'en donne les moyens. En 2017, on a co-créé le groupe VYV, VYV, qui réunit les 3 plus grosses mutuelles nationales. Harmonie Mutuelle, c'est la mutuelle dédiée au monde de l'interprofessionnel, le monde de l'entreprise. La MGEN, la mutuelle de l'éducation et de la fonction publique en général. Et la MNT, la mutuelle nationale des territoriaux, qui est la mutuelle native des personnes qui travaillent dans les collectivités territoriales. Donc ça, c'est le premier pan du groupe, la partie assurantielle avec ces 3 mutuelles. On a un deuxième pan qui est très important, qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est toute la partie médico-sociale. Nous avons en propre plus de 900 établissements de soins, qui va de l'EHPAD, qui va de la clinique, qui va du centre dentaire, du centre optique, de la crèche, au centre d'aide à domicile, etc. Donc plus de 800 centres médico-social en France. Et un troisième pan du groupe VIV qui est aussi en lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui est la partie logement. Au sein du groupe VIV, nous avons un pilier qui est le logement social. Le groupe VIV est le 4e bailleur social en France. Donc, je vous préciserai quelques éléments. Alors, lorsqu'on passe à la fin d'une intervention, c'est compliqué parce que tout a été dit. Et vous avez dit tous des choses vachement intéressantes. Donc, il ne manque plus grand-chose. Mais la pédagogie, c'est de redire. Ouais, de la pédagogie, mais. Non, et puis c'est quand même un exemple, Harmonie Oui, Mutuelle, je vous remercie. par rapport à tous les services en place aujourd'hui. Ouais, je vais essayer de vous lister quelques services que l'on fait. Moi, j'ai travaillé dernièrement un peu sur la démographie de l'Occitanie, parce que moi je suis directeur de la région Occitanie, et dans mes stratégies, j'analyse un peu les grands phénomènes démographiques qui se passent. Il y a un élément clé, en 2040, alors ça c'était dit sous différentes formes, en 2040, nous aurons plus 40% de seniors dépendants. Plus 40% de seniors dépendants en 2040. Ça va vite, 2040, c'est bientôt. Hein. La population d'Occitanie aujourd'hui, c'est 11% de seniors. Elle constitue 11% de seniors. En 2030, on sera 16%. Donc, une très forte évolution de la population de seniors, notamment en région Occitanie. Donc, ça correspond tout à fait à nos enjeux sociétaux, comment on va répondre et amener ce service-là. Dans la table ronde, j'ai appris que j'étais senior, j'ai plus de 50 ans, voilà, et j'ai appris que potentiellement j'étais aidant, parce que je vais régulièrement aussi reconnecter la box de ma mère, remettre les ampoules, etc. Mais je plaisante, mais c'est un sujet parce que, ça a été dit, il y a à peu près 15% des salariés qui sont en situation d'aidance.
Et un des sujets que nous portons, c'est de faire comprendre aux salariés de nos entreprises, mais aux salariés de nos clients aussi, de faire toucher du doigt certains salariés qui sont potentiellement en situation d'aidance. Et parfois, les aidants ne savent pas. Ils s'ignorent. Ils aident normalement leur papa, leur maman, leurs proches, etc. Et puis, le dévouement naturel fait qu'ils ne s'identifient pas immédiatement comme aidants. Et c'est un véritable sujet, sur le coup, parce que du coup, il y a de l'épuisement mental, physique, etc., qui peut en découler. Donc, on a développé quelques stratégies pour tenter de répondre à ça. C'est très perfectible, mais en tout cas, on a avancé. Donc, je vais vous lister quelques thématiques qu'on a développées. On est en phase de test pour développer de la télécabine médicale. En gros, c'est comment on répond à ces fameux déserts médicaux qui sont installés dans les territoires et parfois même dans les métropoles où ça devient compliqué d'avoir aussi des rendez-vous, même chez des généralistes. Donc, on s'est approprié ce sujet avec notre casquette acteur de santé et on s'est dit comment rendre la santé accessible au plus proche des territoires et notamment dans un premier temps sur les territoires les plus reculés du corps médical. Donc, on est en train de tester avec un partenaire externe qui est la société H4D qui développe des télécabines médicales. Donc, on a déployé pour le moment dans un premier temps, et c'est le sujet qu'on portait à la santé, on a présenté et amené la télécabine d'ailleurs. Ouais, donc dans 3 de nos agences, on a déployé ce service-là et on invite nos adhérents à venir consulter par la télécabine. Il y a des médecins généralistes et tous les ustensiles médicaux pour prendre tous les éléments, les premiers éléments de prise médicale. En fait. Donc ça, c'est une première réponse liée à la e-santé. Et quand on est aidant ou aidé, avoir accès à la santé, c'est prendre soin de soi, santé physique et mentale. Donc c'est un tout premier niveau qu'on peut instaurer. Dans les entreprises, ça a été dit, il y a 15% des salariés qui sont en situation d'aidance, et pas que. On est en train de développer un service de check-up santé. Donc c'est une valise médicale qui est mobile, qu'on déploie au sein des entreprises, épaulée par une infirmière qu'on met à disposition des entreprises et qui va, et sur rendez-vous, à disposition des collaborateurs de ces entreprises-là, vont venir faire des check-up santé. Voilà. Toujours pareil par rapport à l'éloignement de la santé. Et nous, Harmonie Mutuelle, on est convaincus d'une chose, c'est que la prévention, ça a été dit, Christine, la prévention est très probablement le grand levier, le bras de levier de demain pour améliorer la santé. En gros, on se dit aujourd'hui, notre système de soins coûte cher, 12% du PIB en France, il est perfectible. Il y a d'autres pays européens, voire étrangers, qui dépensent moins en ressources et qui ont parfois un meilleur accès à la santé et une meilleure espérance de vie en bonne santé, qui aujourd'hui est limitée à 65 ans chez nous et qui stagne. Il y a des pays européens comme la Bulgarie qui a une meilleure espérance de vie en bonne santé, en dépensant moins. Donc, on est convaincu qu'on peut être un acteur qui peut tenter de se dire d'un système de soins aujourd'hui, on va tenter de le faire passer à un système de santé, beaucoup plus axé sur la prévention. Ça veut, on essaie d'embarquer le plus de monde possible dans cette démarche-là. On essaie d'être aussi assez proactif sur l'activité physique, soit activité physique participative en entreprise ou même en externe. Et pour être raccord avec le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi l'activité physique connectée. On déploie de plus en plus en lien toujours avec des partenaires externes, des applications qui nous permettent à nos adhérents, mis à disposition des adhérents, de faire de l'activité physique connectée, mais aussi de prendre conscience qu'ils peuvent agir sur leur santé avec des indicateurs sur le stress, sur leur sommeil, sur la gestion de leur activité physique, sur tout ce qui est addiction, alimentation, etc. C'est tout un ensemble de conseils qui arrivent sur leur application, qui s'appelle une solution qui s'appelle Vivo Optime, qu'on va distribuer à partir de 2023. Donc tout ça répond aussi à comment je prends conscience de ma santé, comment je suis acteur de ma propre santé. Et déjà, plus on a conscience qu'on peut être acteur de sa santé, plus on va l'améliorer. On a des solutions ensuite qui sont un petit peu plus traditionnelles, un peu comme ma boussole qui a été évoquée. On a en interne un service d'assistance qui s'appelle Ressources Mutuelles Assistance, qui est l'assisteur interne de la mutuelle pour les 3 mutuelles dont je vous ai cité précédemment, qui assure 10 millions de personnes en France. Où on a, au sein de ce service d'assistance, un service qui est dédié à des solutions d'aidance. Voilà. Donc c'est de l'orientation, c'est de l'aide au financement, c'est du conseil, c'est de l'écoute psychologique également. Donc c'est toute cette partie-là. Ça a été évoqué par Marguerite, me semble-t-il. On a développé également ce service-là. On déploie également des services qui
qui s'appelle Harmonie Service Social. C'est un pôle d'assistance sociale que nous avons en interne et que nous mettons à disposition de nos entreprises clientes. Puisqu'au sein des collaborateurs, vous avez des salariés qui sont en situation d'aidance, mais pas que, des difficultés personnelles, quoi que ce soit. Eh bien, on fait bénéficier de nos assistances sociales à ces entreprises-là, une fois de plus, pour être dans la prévention, améliorer, être à l'écoute, pour réagir et apporter des solutions un petit peu, des solutions dédiées. On est en train de développer un nouveau service qui sera d'aller dans les entreprises. On travaille beaucoup sur le marché, sur le secteur de l'entreprise, qui sera de mettre à disposition de nos entreprises clientes une équipe qui va les former, et les collaborateurs et les managers, au sujet de l'aidance. Qu'est-ce que l'aidant ? Quand un aidant ne se déclare pas dans l'entreprise, ça a été dit, je ne sais plus trop par quelle personne, eh bien, parfois il doit s'absenter, parfois il doit quitter plus tôt le travail, parfois il n'a pas la tête à 100% à travailler parce qu'il a le sujet de son papa, de sa maman. Eh bien, on va aller dans les entreprises pour former les managers et les collaborateurs aussi, les collaborateurs à s'identifier, oui, je suis aidant et j'ai un sujet, et les managers aussi à détecter un collaborateur qui est aidant, à libérer la parole aussi, parce qu'il y a ce sujet-là aussi, comment on libère la parole. Et comment ensuite, une fois que le salarié a été identifié comme aidant, comment on va l'accompagner, comment on va l'aider à être résilient dans ce sujet-là. Et un salarié qui est aidant, il bien traité, il sait développer de la résilience pour être efficace dans son travail, parce qu'il doit jongler un petit peu sur tous les domaines. Donc, c'est des sujets que nous avons embarqués. On a formé également des conseillers agences dans la région à savoir aussi identifier un adhérent qui vient en agence et qui potentiellement est en situation d'aidance. On les a formés et un système d'orientation ensuite vers notre assisteur qui est là pour ensuite les accompagner dans l'orientation, dans le soutien psychologique, le système de financement, etc. Pour répondre ensuite sur, et je conclurai là-dessus, sur le troisième pilier de notre stratégie, qui est la partie logement social. On a investi dans le logement. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le logement est un déterminant de santé. Une personne qui est bien logée, dans de bonnes conditions, un logement sain, non pollué, décent, avec des tarifs attractifs, soit en accédance à la propriété ou soit avec un loyer modéré, eh bien, ils seront globalement en meilleure santé. Donc ça, c'est ce qui conduit notre stratégie. On agit sur les déterminants de santé. Donc, dans notre filière promotion immobilière, on développe de la promotion immobilière avec toujours une part d'accédance en primo-accédance et de location. Et certains logements sont dédiés aux seniors, avec tout l'équipement qui va bien, et notamment, comme tu parlais, Christine, toute la partie domotique qu'on est en train de développer. Ça peut être des détecteurs de mouvement, de chute, des chemins lumineux pour les guider jusqu'aux toilettes ou à la salle de bain. Et également, dans ces logements, on développe tout l'aspect social, ça a été dit, hein. L'humain est beaucoup revenu sur le sujet. Dans ces logements qu'on développe, il y a toute une partie prévention qu'on développe à l'intérieur même de ces logements, parce qu'ils sont conçus comme ça. Il y a des salles dédiées où les habitants de cet immeuble peuvent se réunir pour partager un repas. Il y a des vélos mis à disposition pour aller pour faire du déplacement doux. Et donc, dans ces logements, on favorise aussi tout ce qui est le lien social, puisqu'on est convaincu aussi que les danses passent aussi par le lien social, et cette santé physique et psychologique passe par ce lien social. Voilà un petit peu ce qui m'a motivé aujourd'hui à venir à votre webinaire sur ce sujet qui, moi, je trouve très intéressant et d'actualité. Voilà. Je vous remercie. C'est un vaste programme, effectivement. Ce que vous avez... En chantier. Oui, en chantier. Oui, en chantier et des choses de lancer aussi. Ouais. Très beau retour d'expérience. Du coup, merci. Merci. Alors, donc, je ne sais pas si on a quelques minutes pour clore. Donc, on va peut-être accueillir les questions de notre audience en ligne ou présentielle. Merci. Si vous avez des questions en particulier sur ce qui a été dit. Ouais, peut-être avant de conclure, je voulais revenir sur 2-3 choses qui me paraissent importantes, si vous permettez. D'abord, c'est conclure sur le statut. Les aidants, ils ont besoin de statut, parce que qui dit statut dit métier. Pour moi, c'est pas forcément finance, hein, et qui dit métier, formation et évaluation. Et du coup, ça me semble important. Vous avez parlé tout à l'heure d'expérience, moi, qui me plaise beaucoup, c'est tout ce que les laboratoires pharmaceutiques ou de fabricants de dispositifs médicaux ou autres peuvent mettre en plus de leurs molécules ou de leur dispositif médical en place.
Et ça, c'est important parce que c'est le behind the pill dans l'industrie pharmaceutique où on essaie de prendre en charge le patient plus largement qu'avec une molécule. Et ça, c'est important. Pourquoi? On est en train d'y travailler avec le LEM et le SNITEM dessus. Vous savez, le LEM, c'est l'industrie du médicament. Le SNITEM, c'est celui du dispositif médical. Parce que, évidemment, quand ces industries-là sont amenées à financer des outils numériques, si je prends l'industrie pharmaceutique, par exemple, on sait bien que l'industrie n'a pas le droit, entre guillemets, d'avoir des contacts directs avec ses patients. C'est ça. Or là, quand l'industrie va financer, ou une mutuelle d'ailleurs, hein, on peut être au même niveau, hein, c'est large hein, ce sujet, ces gens-là vont financer des solutions numériques qui vont générer des datas. Et finalement, les datas, elles servent à qui et qui a accès à ces datas? Alors, avec toute la confidentialité qui va bien, mais c'est un vrai sujet, ça, de manière à ce que l'anonymisation des données, et avec l'accord des gens qui génèrent ces données, puissent aussi alimenter des bases de données, d'analyse de vie, de je ne sais pas quoi, portées par ces grosses instances. Donc ça, moi, j'y tiens beaucoup. Ensuite, après, dans l'investissement de Vive, il y en a un que vous n'avez pas cité, et dommage parce qu'il est de taille, c'est l'investissement que vous avez mis dans Mon Espace Santé. Parce que du coup, quand j'entends toutes ces solutions numériques là, la chose que je me dis, elles ne sont pas toutes santé, hein, donc on ne va pas tout ramener à la santé, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je suis très attaché à l'évaluation parce qu'on sort des solutions numériques et est-ce qu'elles sont éthiques, est-ce qu'elles sont co-construites, est-ce qu'elles sont... Et donc, vous savez que dans Mon Espace Santé, on est en plein référencement des solutions de santé. On a mis aussi en place un réseau d'ambassadeurs numériques auquel a contribué Vive, mais alors avec une vivacité extrêmement importante. Et ça, je tiens à le souligner. Et du coup, maintenant, dans chaque région, on a un ambassadeur numérique santé qui est là pour coordonner les activités santé des coordonnateurs numériques qui existaient déjà, puisque je rappelle 15 millions d'électronismes pour des personnes qui soit ne sont pas équipées, soit n'ont pas de réseau, soit ne sont pas formées. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec la DNS, on est en train de mettre en place une analyse qui va nous permettre de dire, dans un département, aujourd'hui c'est fait, dans une ville, c'est en cours, mais dans un quartier, est-ce que les personnes, en majorité, ont plus besoin d'être outillées? Est-ce qu'il manque de réseau ou est-ce qu'il manque de formation? Parce que du coup, si on veut avancer sur ces sujets-là, c'est important. Et je pense que l'évaluation, elle est importante. Et du coup, nous, on a parlé de plein d'outils. Bodesign, on travaille beaucoup dans l'évaluation et dans la recherche clinique. Et là, outre l'utilisation de notre plateforme sur le dépistage des troubles, aussi bien de la déglutition que de la fragilité, on est en train de porter un projet avec le Gérontopole de Toulouse sur un PHRC dans 15 établissements. On a déjà plus de 200 couples aidés qui sont rentrés à l'intérieur, avec au centre l'infirmière qui est là pour être en secours. Et donc, au sein de la plateforme, les aidants et les aidés, alors plutôt les aidants d'ailleurs, ils vont trouver de la formation sur des gestes quand la personne, les gérontopole, c'est beaucoup Alzheimer, hein, quand les gens sont agressifs, veulent pas faire leur toilette, enfin, de manière à dédramatiser et leur montrer dans quel sens il faut prendre ces gens-là, parce qu'on sait qu'il y a des façons de faire pour séréniser la relation, de mettre en place justement toute une partie de messagerie instantanée, de manière à ce que ces aidants puissent parler avec les professionnels de santé, avec un pivot qui est l'infirmière libérale. Alors on sait qu'on en manque, mais c'est pas parce qu'on sait qu'on en manque maintenant qu'on n'en aura pas à nouveau. J'ai vécu ça, c'est des cycles, hein. Alors là, il est particulièrement aigu celui-là, mais bon, on s'en sortira. Et du coup, de manière à pouvoir justement coordonner ces soins et donner de l'information à ces personnes-là. Donc en effet, Mon Espace Santé et l'évaluation des solutions numériques, c'est quelque chose de vraiment important parce que il faut pas que ça dérive quand même. Parce que vous avez vu, hein, quand on voit le schéma que tu as projeté, il y en a, et ça n'est encore qu'une partie. Il y en a beaucoup. Et à un moment donné, il y en aura trop. Donc du coup, il va falloir évaluer. Il y a une question en ligne. Avez-vous des informations sur le projet ICOP, qui est un outil idéal pour la détection de la perte d'autonomie? Bien sûr. Alors, ICOP, c'est un projet du Gérontopole de Toulouse avec le développement d'une plateforme. Alors, évidemment, je parle pour ce que j'en sais parce que les gens qui le portent ne sont pas là. Mais en tout cas, là, on va dépister la fragilité des gens encore plus tôt, à partir de 42 ans. Et donc, sur le site internet d'ICOP, il y a des outils de dépistage de la fragilité qui vont dire, dès le plus jeune âge, parce que on a l'habitude de dire, le cerveau, il est à maturité, je ne sais pas si c'est à 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais c'est là où il est
Donc, quand on en a 80, il s'est passé un certain nombre de choses derrière. Et du coup, ce dépistage de la fragilité, il faut le mettre en œuvre très tôt. On a besoin de mieux le connaître pour mieux le prendre en charge et puis surtout l'évaluer. Et puis peut-être, il y a les serious games, il y a plein de choses qui font que ben, les patients, que l'on sera tous, si on nous entraîne à maintenir un certain nombre de systèmes, peut-être qu'on dérivera moins avec évidemment tout l'aspect médicamenteux qu'il y a sur la maladie d'Alzheimer derrière. Ouais, c'est super intéressant ce qu'ils font en fait au Ah Général de oui. Gaulle, hein. Il faut démocratiser le fait que ça existe en fait, parce que quand on en parle sur des salons, en fait, les aidants, les seniors sont interloqués. Ah bon, ça existe, mais c'est où? D'ailleurs, c'était sur le salon Senior et Plus Bien sur sûr. Place du Capitole, et donc j'en voyais effectivement régulièrement des binômes, hein, et avec un vif intérêt, autant effectivement de la part des aidants que des seniors. Et l'idée, ça sera gagnant-gagnant, parce qu'effectivement, si on arrive à imposer, à démocratiser ce type d'outils, ça voudra dire qu'on aura gagné, puisqu'on aura déjà évangélisé pour les générations futures aussi. Voilà. Et donc, voilà, c'est super. C'est Plus, super intéressant. plus les partenariats qu'ils nouent avec la Poste, de manière à aller faire du dépistage d'un certain nombre de choses, y compris du besoin audio, du besoin visuel à domicile. Donc on est en train de progresser malgré tout, jamais assez vite, mais très vite dans ce domaine. Très bien. Qui c'est qui veut rajouter le petit mot de la fin s'il n'y a pas d'autres questions? Non, je trouve ça passionnant, hein. Et on a beaucoup de pain sur la planche. Le digital est une solution, mais il faut vraiment bien la penser. Ah oui. Donc oui, je pense que le débat continuera autour d'un verre pour ceux qui sont sur place. Et puis ceux qui sont en ligne, on vous remercie tous d'avoir participé.